Adrien entama un demi-tour en douceur, percevant la réticence des éléments à le laisser manœuvrer à sa guise. La voiture glissa ensuite vers de nouvelles rues, qui surgissaient en des corps presque inconnus, tant la tempête défigurait même la ruelle la plus familière. Les décors cataclysmiques ne faisaient que s'aggraver. La voiture cahotait, dans quelques trous que la pluie avait sans doute creusés sur ses voies déjà abîmées. Tous trois observaient par les vitres avec l'air perdu de ceux qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, s'obstinant à penser que tout finirait par s'arranger, et repoussant dans un coin de leur esprit que ce n'était peut-être que le début d'autre chose. Adrien ralentit quand les phares éclairèrent un lampadaire au sol. Il fit partir la voiture sur le trottoir pour l'éviter, roulant précautionneusement. Chaque manœuvre renforçait le malaise ambiant dans l'habitacle. Chaque coup de volant faisait craindre un dérapage. Céline et lui perçurent l'agitation de madame Bérard à l'arrière, sur qui le paysage avait un effet plus que néfaste. Ses traits se tordaient d'inquiétude, alors que sa bouche tremblait légèrement. « Ça va aller, maman », la rassura Céline. Elle ne sut si sa mère crut le mensonge. Mais le mensonge, lui, fut facile à prononcer, parce que Céline était certaine de revoir son mari bientôt. Tout à coup, un bruit strident et continu se fit entendre. Les phares d'une voiture apparurent au loin, avant que le véhicule ne se matérialise à son tour sur la voie inverse. Le conducteur roulait vite et klaxonnait comme un fou en faisant des appels de phare. Adrien déporta la voiture sur le trottoir pour s'y immobiliser, de peur que l'autre perde le contrôle de son véhicule. Mais la voiture continua son chemin en klaxonnant toujours. « Mais ils sont fous !» s'exclama madame Bérard. « Il se passe quoi ?» s'affola Céline. Adrien observait dans le rétroviseur. La voiture avait disparu. Il déglutit avec effort. On aurait dit que le conducteur avait tenté de les mettre en garde contre quelque chose. Tremblant, Adrien accéléra trop rapidement, et le véhicule cala. Le regard pesant de Céline sur lui ne faisait qu'accroître son mal-être, car il la sentait pâle d'inquiétude. Il dut s'y reprendre à 2 fois avant de parvenir à démarrer à nouveau. Il se fit violence pour garder une allure modérée. La longue route était cernée de bâtiments, de maisons, de magasins, qui semblaient avoir tous été vidés de vie. Le regard de Céline parcourait les immeubles autour d'eux, en se demandant si tous avaient pris la fuite, ou s'ils étaient simplement en sécurité chez eux. Quand, bifurquant dans une rue sur leur droite, des silhouettes de véhicules apparurent, Adrien ralentit encore plus et lança un regard à Céline. Il y avait 3 voitures en tout, dont une en travers de la route. En s'en rapprochant, ils constatèrent qu'il s'agissait de véhicules de gendarmerie, dont l'un avait encore son gyrophare allumé, qui clignotait comme une lueur fantomatique dans cette journée en déclin. Certaines portières étaient demeurées ouvertes. Toutefois, aucune trace des occupants. Adrien avait voulu dire à Céline « Vous voyez, ils ne nous ont pas oubliés ». Mais la découverte le laissa muet. Céline lui lança un regard apeuré. Ils pensèrent à la même chose. Où étaient passés les gendarmes? Pourquoi les portières étaient-elles ouvertes? Il n'y avait pas âme qui vive aux alentours. Le pied d'Adrien appuya sur le frein jusqu'à immobiliser la voiture près de l'un des véhicules. « Pourquoi vous vous arrêtez ?» questionna Céline. Un grand malaise frôlant la panique l'envahissait. Sans savoir pourquoi, rester dans cette rue ne lui paraissait pas judicieux du tout. « Je vais aller vérifier l'une des voitures. Je vais peut-être trouver une radio ou quelque chose pour savoir où ils sont passés. » Céline remua. Dans ce quartier cerné de bâtiments aux fenêtres closes, elle ne se sentait pas en sécurité. Et puis, le ciel se faisait de plus en plus sombre. La lueur de la journée s'éteignait vite et, bientôt, il ferait nuit noire. On voyait à peine à une centaine de mètres devant soi. « J'en ai que pour quelques minutes. » Céline n'eut pas le temps d'objecter ou de répliquer. La voiture fut ébranlée par une secousse quand le vent puissant se saisit de la portière qu'Adrien ouvrit. Il mit un bras devant ses yeux et se tint à sa voiture pour gagner celle de la gendarmerie. Il s'engouffra dans le véhicule. Le siège était imbibé d'eau, ce qui prouvait qu'il l'avait laissé ainsi, livré à la tempête depuis un bon moment. Adrien ouvrit le vide-poche mais ne trouva rien. Cependant, comme il se penchait sur le siège passager, il discerna quelque chose sur le sol.
Adrien écarquilla les yeux d'horreur et eut un mouvement de recul. Il bascula à l'extérieur de la voiture. Ne pouvant se retenir, peu aidé par le vent et le sol inondé, il tomba à la renverse. Secoué par la peur, blême, il fixait l'intérieur de la voiture sans entendre Céline taper sur la vitre pour attirer son attention. Adrien renifla, tenta de se reprendre. Pourquoi une main coupée gisait-elle dans la voiture? Où étaient passés les militaires? Tant de questions volaient, éclataient, fusionnaient dans son esprit à cet instant. Il se remit debout, trempé jusqu'aux os. Le vent soufflait si fort qu'il séchait presque les gouttes du déluge qui claquaient sa peau. Le bruit se répercuta en écho tout autour de lui. Adrien leva les yeux vers le ciel monstrueux avant de balayer la route du regard. La peur tétanisait ses muscles, l'empêchait de bouger. « Adrien !» La voix de Céline lui parvint. Elle avait descendu la vitre pour l'appeler. Il se retourna pour lui jeter un regard où elle lut toute sa terreur. Terreur qui se répandit en elle aisément. Céline le suivit des yeux quand il revint vers le côté conducteur et s'engouffra de nouveau dans la voiture. Pendant un instant, un silence pesant régna. Adrien tremblait légèrement. Les yeux, emplis d'angoisse, fixés à la route. « Adrien ?» Céline posa une main sur son avant-bras. Il tourna enfin son attention vers elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne parvint pas à répondre. Son cerveau n'arrivait pas à connecter les informations. Était-il en danger ? Le téléphone de Céline sonna à plusieurs reprises. « C'est mon mari !» Elle lut les messages reçus. Adrien la vit pâlir au point d'en devenir exsangue. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Céline ne répondant pas, Adrien récupéra le téléphone de ses mains. « Il nous évacue ! Le centre ! Attaqué ! Doit partir !» Adrien releva les yeux vers Céline qui l'observait déjà. « Qu'est-ce qui se passe ?» voulut savoir Madame Bérard. Un étrange pressentiment envahit Adrien. Cerné de ses véhicules vides, il décida de redémarrer rapidement. Rendant son téléphone à Céline, il fit de nouveau avancer le véhicule, mais un peu plus vite cette fois. Les secousses firent tendre Madame Bérard à l'arrière, qui s'accrocha un peu plus fermement à sa ceinture de sécurité. Céline tenta d'envoyer plusieurs messages à son mari. En vain. « J'arrive pas à lui écrire !» paniqua-t-elle. « Prenez le mien !» Adrien le lui tendit. Cela ne fonctionna pas non plus. « Il n'y a plus de réseau !» « Quoi ?» Adrien récupéra son téléphone. Blackout total. Le réseau ne fonctionnait plus. Il jetait des coups d'œil à droite et à gauche à mesure que la route se livrait à sa vue. Il ralentissait quand un obstacle apparaissait et le contournait, mais déjà un peu plus rapidement. Céline, tétanisée, aurait voulu lui enjoindre de conduire plus vite, alors que sa mère, elle, éperdue de terreur, craignait un accident. « S'ils évacuent le centre !» Céline ne put finir sa phrase. « Oui, je sais. Il fallait faire vite. Sinon, où irait-il les retrouver sans moyen de communiquer? Et puis, il fallait se mettre en sécurité. » Adrien le ressentait à présent au plus profond de sa chair. Sa conduite devint plus fébrile à mesure qu'une accumulation d'informations heurtait le peu de calme qui lui restait. Hérité d'un cerveau diablement efficace quant à nier des informations pourtant évidentes. Un gendarme s'était simplement blessé et il s'était mis en sécurité quelque part. Voilà tout. Si les dangers étaient présents partout, aucun obstacle toutefois ne vint entraver leur route. Enfin, ils gagnèrent la longue voie censée les mener de l'autre côté de la ville. Cernée de bois balayés par les vents violents, la route formait une ligne droite. La pluie en fouettait le bitume et de nombreuses branches jonchaient le sol. Le véhicule slaloma à une allure un peu plus rapide, mais toujours précautionneuse. Adrien lança un regard à Céline. On y est presque. Céline hocha la tête. Elle voulut être gagnée par le même espoir qu'Adrien, mais son cœur tambourinait bien trop fort. Nerveusement, elle agitait la jambe. Le centre n'était plus très loin. Ils y arriveraient. Ils arriveraient à temps. Au pire, ils tomberaient sûrement sur des gendarmes en route. Adrien perçut un mouvement sur sa gauche, entre les arbres.
D'un coup, des cerfs surgirent des bois et traversaient la route avec la diligence d'animaux pourchassés. Le coup de frein les secoua tous. Atterrés, ils observèrent les animaux qui galopaient comme si leur vie en dépendait. Le regard terrifié, l'écume à la gueule, les cerfs s'élançaient en une débandade fantastique et presque irréelle pour disparaître dans les bois de l'autre côté de la route. Ce qui ressemblait presque à un orage fit vibrer toute la voiture. Adrien ne put s'empêcher de se pencher en avant pour observer le ciel. Le hoquet d'effroi de Céline le fit sursauter. Le visage livide, elle fixait le côté gauche de la route, là où étaient apparus les cerfs. Adrien tourna la tête. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Quelque chose sortait d'entre les bois. Et ce quelque chose avait la tête tournée en direction de la voiture. Adrien se sentit vidé de toute forme de pensée, et même de logique. Comme si la réalité elle-même se disloquait, il se retrouva dans un état de sidération absolue. Ce qui s'avançait n'était ni humain, ni animal. En fait, il était même impossible de comprendre ce que cela pouvait être. La créature était grande, couverte de ce qui s'apparentait à une fourrure noire. Sa tête était portée par un cou trop long qui ondulait en des mouvements lents. Les yeux lumineux, à la lueur bleue, se trouvaient au-dessus d'une gueule proéminente. Comme si on en avait retiré la peau pour ne laisser que le squelette d'un grisâtre étrange. Cela ressemblait à un costume d'Halloween tout bonnement effrayant. Mais ce costume était massif et se déplaçait en glissant. Comme l'aurait fait un escargot. Pas de pattes en vue. Les 3 passagers du véhicule observèrent la chose, battus par le déluge impétueux, qui s'avançait toujours un peu plus sur la route, les fixant de ses yeux bleus terrifiants. Elle donnait l'impression d'analyser ce qui lui faisait face. Cet amas de tôle inanimé. Tout à coup, la main tremblante de Céline chercha la clé pour démarrer la voiture, mais elle l'était déjà. « Foncez !» lâcha-t-elle sans quitter la créature des yeux. Adrien ne bougeait toujours pas, obnubilé parce qu'il ne parvenait pas du tout à comprendre. « Foncez !» gueula Céline un peu plus fort alors que sa mère, à l'arrière, posait 2 mains sur sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Adrien fixait toujours le monstre, dans un état de choc complet. La chose approchait lentement de la voiture, le cou se mouvant de façon étrange, faisant incliner la tête à droite et à gauche, comme si elle-même cherchait à comprendre à quoi elle avait affaire. Quand Céline hurla de terreur, la créature parut comprendre que ce quelque chose de non-vivant abritait des choses vivantes quant à elle. Ce fut rapide, ce fut violent. Alors que le corps se trouvait encore un peu éloigné, la tête, elle, fut projetée vers l'avant. La masse puissante de la mâchoire rencontra le pare-brise avec une violence qui le fissura. Céline cria à nouveau. Adrien revint tout à coup à lui. Son cerveau, décontenancé, n'arrivait plus à réagir de façon intelligente. Il avait perdu toutes ses connaissances d'un seul coup et peinait à comprendre quoi faire face à ce danger pourtant imminent. La tête partit vers l'arrière et frappa à nouveau, mais rencontra cette fois la barre latérale du pare-brise, ce qui les protégea. Adrien parvint à nouveau à faire fonctionner ses pensées et écrasa la pédale d'accélérateur. Trop vite. La voiture cala. Céline et Madame Bérard hurlèrent. La créature projeta à nouveau la tête qui, cette fois, heurta la vitre côté conducteur et la brisa. Heureusement, elle repartit en arrière, mais pour un nouvel assaut. Tremblant, Adrien redémarra. Cette fois, la voiture s'élança vers l'avant alors que la tête se projetait à nouveau, et que la gueule s'ouvrait de façon bien trop béante. La voiture zigzaga sur la route mouillée. Adrien eut du mal à la redresser. Madame Bérard s'était bouché les oreilles, elle gémissait des complaintes affolées sans parole. Céline regardait vers l'arrière. La peur qui lui nouait les entrailles fit éclater dans son ventre des douleurs atroces. Adrien ne quittait pas la route des yeux. Ses mains s'agitaient en un tremblement terrifié. Il roulait beaucoup trop vite. Ce fut un réflexe né d'un instinct de survie aiguisé à cet instant qui le sauva quand un morceau d'un gros arbre tomba sur la route, arraché au tronc par des rafales dangereuses. Adrien freina de justesse. Pendant un instant, tous 3 demeurèrent sans bouger.
Adrien observait l'obstacle sans réagir. Céline continuait à jeter des regards éperdus à l'arrière. Puis, elle poussa Adrien par l'épaule pour le faire réagir. Les grands yeux choqués de l'homme se posèrent sur elle. Maintenant que la vitre était brisée, des trompes d'eau s'engouffraient dans l'habitacle, et Céline dut hausser la voix pour se faire entendre. « Il faut dégager le passage !» Elle sortit la première. Attrapant l'une des branches, Céline tenta de tirer de toutes ses forces. Elle y parvenait à grand-peine. Adrien finit par réagir et sortit à son tour. « Vite !» cria-t-elle. Il manqua de trébucher, violenté par le vent. Il se retourna, observa la route toujours de cet air hagard, mais aussi sur le qui-vive, comme prêt à s'enfuir à la moindre apparition. Il faisait bien trop sombre pour y voir aux alentours à présent. Céline l'interpella à nouveau. Adrien mit du temps avant de se détourner pour la rejoindre. Le morceau d'arbre pesait lourd, mais heureusement, à deux et en usant de toute leur force, il fut possible de le déplacer suffisamment pour laisser passer la voiture. Adrien se figea, les yeux balayant les alentours. « Vite !» cria Céline en s'élançant de nouveau vers la voiture. Cela semblait provenir de partout à la fois. Adrien chancela. Que se passait-il ? Jusque-là, son cerveau avait été sur un arrêt total. Impossible de réfléchir à ce qui s'est passé. Mais d'un coup, à entendre ces hurlements inhumains, il se figea, dans un état de détresse. Céline appuyait rageusement sur le klaxon pour le faire réagir. Adrien se tourna vers la voiture et la vit. La créature qui s'en rapprochait. Pas uniquement celle qui les avait attaqués. Adrien eut un mouvement de recul. Mon Dieu, combien était-elle ? Si, au départ, le monstre avait semblé lent, la vitesse avec laquelle il se déplaçait à présent prouvait que ça n'avait été qu'une impression. Dans un mouvement purement instinctif, Adrien se détourna pour partir en courant. Céline ouvrit de grands yeux et martela le klaxon à nouveau. Quand sa mère cria, elle comprit. Les créatures étaient presque sur elle. Malgré sa terreur, malgré ses tremblements, malgré sa panique qui la faisait respirer vivement, elle se glissa sur le siège conducteur. Retirant le frein à main, elle écrasa l'accélérateur au même moment où elle entendait la vitre arrière se briser. Sa mère hurla. Était-elle blessée ? Céline fonça et arrêta la voiture à côté d'Adrien, qui courait, trempé et fou. Il s'engouffra dans le véhicule et eut à peine le temps de fermer la portière avant que la voiture ne reparte en trombe. Adrien paraissait totalement hystérique, apeuré. Il lançait des coups d'œil vers l'arrière dans une panique telle qu'il donnait l'impression de ne plus réfléchir du tout. Céline roulait beaucoup trop vite. « Oh mon Dieu! Mon Dieu !» criait-elle. Revenant enfin à lui, Adrien lui ordonna « Ralentissez !» La voiture dérapa à plusieurs reprises avant que Céline pût la redresser. Elle obéit car la peur de perdre leur véhicule fut bien trop grande. Ils gagnèrent enfin le quartier où se trouvait le centre, qui était en fait une école primaire aménagée pour l'occasion. La tempête n'épargnait rien. La route était devenue un cours d'eau. La pluie battait les maisons et les voitures alentour, garées sur les trottoirs. Sur la gauche, ils aperçurent une silhouette. Quelqu'un sortait vivement d'une maison. La personne leva les bras, semblant les appeler. Mais soudain, quelque chose traversa le buste. La gueule claqua avant de se retirer et de saisir le corps au niveau du cou. Céline poussa un cri d'horreur. Sa peur lui fit appuyer un peu plus sur l'accélérateur. La voiture bondit sur la route, fila vivement. Adrien eut à peine le temps de s'écrier « Attention !» La voiture heurta violemment un autre véhicule abandonné au milieu de la route. Adrien s'était cogné la tête. Il saignait, mais il allait bien. À l'arrière, Madame Bérard avait été protégée par sa ceinture. Céline avait la tête sur le volant. Adrien la secoua. « Hé ! Hé !» Elle se redressa, le visage ensanglanté. Adrien observa les alentours, déserts pour l'instant, et remarqua quelque chose loin. L'école. Au bout de la rue se trouvait le centre d'hébergement. Ils y étaient parvenus. « Faut y aller !» Adrien sortit le premier et fit le tour pour ouvrir à Madame Bérard. Céline tituba à l'extérieur. Le choc l'avait sonné. « Allez, on y est presque !» les enjoignit Adrien. Il continuait à lancer des regards terrifiés autour de lui. Mais les rues étaient pour l'instant désertes. Adrien soutint Madame Bérard et l'aida à avancer le plus rapidement possible. À l'arrière, toutefois, Céline traînait. Quand Adrien jeta un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule, il la vit. La créature s'élançait vers Céline à toute vitesse. Il lâcha Madame Bérard et courut à son tour. Il poussa Céline à temps. Cette dernière tomba au sol alors que la gueule se refermait en un claquement,
sur le bras d'Adrien. Son hurlement de souffrance couvrit les cris rageux du vent et de la pluie. Il tomba à la renverse, son bras avait été sectionné. La créature mâcha avant de l'avaler. Adrien écarquilla les yeux d'horreur et, pendant une fraction de seconde, il eut le temps de penser « Alors, c'est l'effet que ça fait de devenir du gibier. » Céline cria elle aussi, de peur et d'effroi, encore plus en voyant les jets de sang qui sortaient de l'avant-bras manquant d'Adrien. Il recula en poussant sur ses jambes, la douleur le foudroyait. Quand il lança un regard à Céline, il la découvrit blême et tétanisée. Le regard vide de Céline s'accrocha au sien, rempli de douleur. D'un coup, elle tourna les yeux et vit sa mère au sol, luttant contre le vent. La créature projeta de nouveau la gueule. Adrien ne sut comment lui vint le réflexe de rouler sur lui-même, mais cela le sauva. Toutefois, tombant sur son bras sectionné, la douleur s'amplifia, parcourant tout son corps en une décharge de souffrance horrible. Il hurla. Au même moment, un grand bruit s'éleva, des moteurs. Plus loin, un camion militaire s'arrêta près du centre. Céline vit des personnes en sortir en courant alors que les soldats donnaient l'impression de leur crier de se dépêcher. Elle entendit des tirs. Les hommes tiraient sur quelque chose qui sortait d'une maison. Elle tourna la tête vers Adrien qui se tenait le bras, au sol, hurlant de douleur. La créature le sondait tout en s'approchant. Elle était de toute façon bien trop près. Puis ses yeux repartirent vers sa mère, assise par terre, s'agrippant à un muret en désespoir de cause. Ce fut à cet instant que Céline comprit ce qu'il lui restait à faire. Céline se leva, tituba et courut vers sa mère. Elle l'aida à se relever et, sans un regard en arrière, s'élança vers le camion au loin, soulevant sa mère et la traînant presque. « Attendez !» hurla-t-elle. Adrien la vit s'éloigner et aperçut enfin le véhicule. Il voulut se lever, mais quelque chose emprisonna sa jambe. La gueule immonde s'était refermée dessus. Quand les crocs s'enfoncèrent, tout son corps fut électrocuté par la douleur. La créature fit un mouvement brusque et violent de la tête. Une partie de la jambe fut arrachée. Cette fois, Adrien s'écroula, incapable de supporter un tel niveau de souffrance. Le hurlement qu'il poussa vibra au-dessus de tous les vents et de tous les fléaux. Céline ignora le cri, mais son cœur se déchira. Continuer, avancer, ne pas s'arrêter, ne pas regarder en arrière. Tant que la créature était occupée avec lui, elle ne les poursuivait pas. Céline leva une main, tenta de faire un signe, hurla. Le camion s'ébranla alors que les soldats y remontaient vivement. Quand elle le vit s'éloigner, elle tenta d'accélérer, mais sa mère lui échappa et elles tombèrent toutes les deux. Céline cria. Tout à coup, comme un miracle, le camion s'immobilisa. Quelqu'un l'avait aperçu. Des soldats en sortirent en courant et lui vinrent en aide, elle et sa mère. L'un d'eux visa la créature plus loin qui, délaissant un corps inerte, fonçait vers eux. La chose immonde, affreuse, hurla quand les balles la heurtèrent, mais cela ne la tua pas. Les militaires coururent vers le camion, suivis des deux civils, tandis que l'un d'eux continuait de tirer pour tenir la créature à distance. Adrien ouvrit les yeux. Le ciel était si obscur, mais cela lui importait peu. Il avait l'impression de flotter dans le vide. Il avait perdu trop de sang. Quand ses yeux se tournèrent dans la direction du bruit strident, il découvrit le camion de l'armée qui s'éloignait tout loin. Céline et Madame Bérard étaient-elles en sécurité ? Peut-être. Il l'espérait. La douleur était telle qu'il ne pouvait même plus hurler. Mais il sentait que cela ne ferait plus mal bientôt. Bientôt, il fermerait les yeux et ne les ouvrirait plus. Tout à coup, les nuages se mouvèrent de façon étrange. Adrien ne sut s'il était en train de divaguer ou non. Peut-être rêvait-il. Quand une gueule titanesque apparut à travers les nuages, pourvu Dieu qui luisait d'un bleu terrifiant, Adrien comprit que ce n'était pas une tempête. Ce n'était pas des nuages. C'était vivant. Accrochée au bras de sa mère, Céline errait dans l'immense gymnase, rempli d'une foule tout aussi hagarde qu'elle. Des voix, des cris, des larmes, des va-et-vient, des médecins, des infirmiers, des soldats. Son esprit paraissait totalement vide de pensée, de réflexion. Sa mère la suivait sans réagir non plus. Personne ne faisait attention à elle.
Certains demandaient aux soldats s'ils avaient vu leur famille. Les militaires eux-mêmes semblaient déboussolés. Autour d'elle, des enfants jouaient pour quelques-uns, d'autres dormaient contre leurs parents, inconscients de ce qui se produisait dehors. Des visages tordus de chagrin lui apparaissaient parfois et, alors, la barrière de son abrutissement cédait un peu et une image lui revenait, celle de sa famille. Il devait être quelque part. Il se trouvait forcément quelque part. Céline et sa mère marchaient sans savoir où elles se dirigeaient, sans savoir ce qu'elles étaient censées faire à présent. Quand elle entendit « Céline ?» elle tourna la tête. Un visage familier apparut entre la nuée d'inconnus. Un visage aimé. Éric courut dans sa direction. Céline le laissa la prendre dans ses bras sans réagir. Elle n'était pas sûre que tout ça soit réel. « Mon Dieu, Céline !» Il sanglota en la tenant fermement. Ses deux filles s'élancèrent à leur tour pour prendre leur mère dans leurs bras. Ce fut à cet instant seulement que Céline réagit. Et tout à coup, elle s'effondra en pleurs dans les bras de ceux qu'elle aimait. Autour d'eux, les gens continuaient à aller et venir. Certains demandaient ce qui se passait dehors. D'autres cherchaient leurs proches en criant leur nom. Certains ne réagissaient plus, accablés dans un coin. Dans ce mélange de larmes, de désespoir et d'incompréhension, quelqu'un cria « Le président fait une allocution !» Un silence s'abattit, et chacun tendit l'oreille pour entendre depuis la radio des mots qui les pétrifièrent. Française, Français, je m'adresse à vous ce soir dans des circonstances que nous n'aurions jamais imaginées. Ce qui a débuté comme une tempête exceptionnelle s'est transformé en une crise d'une ampleur indescriptible. Je sais que beaucoup d'entre vous sont seuls, désemparés, et ne comprennent pas ce qui se passe. Vous êtes confrontés à une réalité qui échappe à toute logique, toute explication rationnelle, toute forme de croyance. Je n'ai malheureusement pas les mots pour vous expliquer la tragédie que nous vivons. Mais il est de mon devoir d'être honnête envers vous. Ce que nous affrontons dépasse tout ce que nos prévisions, nos plans d'urgence et nos capacités d'adaptation auraient pu envisager. Des milliers de personnes sont en cours d'évacuation, et des dizaines de milliers d'autres sont piégées dans des zones que nous ne pouvons plus atteindre. Des convois ont été organisés en urgence pour déplacer les civils vers le nord du pays. Et nous avons lancé une opération d'évacuation maritime vers le Royaume-Uni et la Norvège. L'ensemble des pouvoirs exécutifs et ministériels a été transféré à Strasbourg, une zone actuellement hors de portée des impacts les plus graves. Nous avons mis en place une cellule de crise au sein de l'état-major des armées. En conséquence, et pour faire face à cette situation encore jamais vue, j'ai pris la décision d'activer l'article 16 de la Constitution. La situation est grave, mais nous ne céderons jamais. Nous résisterons à tout, ensemble. Je sais que, pour vous, la peur est grande. Les zones touchées sont désormais des zones de guerre. L'ampleur des dégâts humains est inimaginable. Mais la France ne cède pas. La France résiste. Et ensemble, nous en sortirons. Nous faisons appel à la solidarité de nos voisins européens, épargnés par cet événement, que ni la science ni la foi semblent pouvoir expliquer. Le chaos est partout, mais nous ne cesserons jamais de lutter. Que tous ceux qui le peuvent, tous ceux encore en état d'affronter l'un des plus grands périls de notre histoire, rejoignent le front. Je vous demande de rester forts, de vous accrocher à cet espoir de revoir enfin les jours heureux. Car nous nous battrons tous, pour vous, pour nos enfants, pour la France. Tenez bon. Voulant simplement se reposer pour une nuit, avant de reprendre la route le lendemain, Xavier décide de faire halte dans un hôtel particulièrement singulier. Il pense simplement y passer la nuit. Il ignore que, s'il veut rentrer chez lui, il va devoir survivre toute une nuit.